Le sans filtre, c'est quoi? Sans filtre. Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur le débat sans filtre pour la reprise des débats parlementaires. Alors avec un petit décalage de calendrier parce qu'actuellement en séance, à cause du débat sur les élections régionales, doivent-elles ou pas se tenir au mois de juin, en fait la séance consacrée au projet de loi sur le climat reprendra seulement à 21h ce soir, mais nous, on maintient notre programme et ce débat sans filtre donc sur le commerce et le climat qui précède en fait la partie dans laquelle on va bientôt arriver dans le projet de loi climat sur l'artificialisation des sols, sur faut-il ou pas réguler, réglementer l'implantation des grandes surfaces commerciales et le débat aussi sur les grands entrepôts des géants du e-commerce. Donc, on est ensemble ce soir pour en parler avec Francis Palombi. Bonsoir Francis. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Maintenant, depuis un an qu'on se connaît, on se tutoie. Donc, Francis, tu es le président de la Confédération des commerçants de France. Exactement, et je représente… Présente un peu la Confédération. Voilà, la Confédération des commerçants de France est une vieille dame toujours plus jeune qui s'est créée en 1906. On a fêté le 110e anniversaire. Elle représente vraiment la proximité, le cœur de ville. Actuellement, la Confédération des commerçants de France porte 20 fédérations professionnelles de secteurs différents, essentiellement des entreprises de moins de 11 salariés où 30% n'ont pas de salariés, elles sont en nom personnel ou en nom propre. Donc, nous sommes particulièrement sensibilisés par ce qui se passe actuellement et par le grand désordre qui sévit au niveau de la réglementation des grands entrepôts logistiques qui se créent partout en France, et ça nous inquiète beaucoup. Nous avons vraiment le sentiment que le gouvernement laisse filer, ne se préoccupe pas de cet équilibre entre le commerce physique et le commerce numérique, le grand commerce numérique. Donc, et pour autant, nous sommes foncièrement engagés, nous avons même une plateforme numérique dédiée que nous sommes en train de mettre en place auprès de tous les commerçants de toutes les fédérations actuellement, Simple Map. Donc, nous sommes pro-numérique, mais le numérique humanisé, le numérique local, le numérique porté par les commerçants eux-mêmes. Alors, tout ça, on va en parler de façon approfondie. Alors, oui, nous avons aussi avec nous Alma, Alma du Four des Amis de la Terre. Bonjour Alma, donc présente-toi aussi, présente un peu ton travail et ton action aux Amis de la Terre. Oui, alors moi, c'est Alma Dufour, donc je suis chargée de campagne aux Amis de la Terre France sur les enjeux liés à l'impact écologique, climatique, notamment de nos consommations de produits, notamment dans le textile et l'électronique, mais aussi aux impacts sociaux des différentes formes de commerce, donc à la fois à l'autre bout du monde, dans les usines dans lesquelles travaillent les ouvriers, souvent assez mal payés, c'est un euphémisme pour fabriquer nos t-shirts, mais aussi en France et en Europe, et notamment on travaille beaucoup justement sur l'expansion des géants du e-commerce comme Amazon par exemple, mais pas que en France et dans le reste de l'Europe, et sur l'impact que ça peut avoir à la fois sur l'explosion des émissions de gaz à effet de serre associées, mais aussi sur les destructions d'emplois importantes dans le commerce physique. Ok, alors on va justement commencer peut-être par faire un tableau de la situation actuelle, puisque peut-être je vais vous demander ça, Alma et Francis, comment la Confédération des commerçants de France et les Amis de la Terre se sont rencontrés, parce que c'est quand même peu fréquent que des acteurs économiques et des ONG travaillent ensemble sur un dossier. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Racontez-nous cette histoire. Alma, je te laisse le soin de t'exprimer en premier. Tu es une dame et comme je me veux d'être courtois, c'est gentil. Je te laisse t'exprimer. En fait, effectivement, je pense que c'est les Amis de la Terre qui nous sommes approchés
la Confédération des commerçants il y a plus d'1 an, en fait, quand on a vraiment commencé à comprendre que les grands acteurs du e-commerce comme Amazon se développaient très, très rapidement en France avec 18 projets qui ont été autorisés depuis l'élection d'Emmanuel Macron et que ça avait un impact sur l'emploi. C'est-à-dire qu'au début, les études, en fait, n'existaient pas encore vraiment, des études suffisamment fiables pour pouvoir dire vraiment il y a un impact sur l'emploi, ça détruit des emplois en solde net de façon très importante, les géants du e-commerce. Or, on s'est rendu compte de ça il y a 1 an et demi. Et donc, on s'est dit forcément, il n'y a pas que les associations environnementales qui doivent être concernées par le sujet. Il y a peut-être d'autres gens qui sont inquiets de ce développement. Et du coup, on a approché effectivement la Confédération des commerçants de France. Et ça s'est tout de suite assez bien passé. Évidemment, on n'est pas d'accord sur tout. Évidemment, on a des divergences sur plein de sujets. Mais par contre, on a vraiment cette cause commune qui nous unit très fort. Et moi, à titre personnel, en tout cas, je suis extrêmement fière de démontrer qu'une association environnementale comme les Amis de la Terre, qui ne mâche pas ses positions et ses mots sur le sujet de l'écologie, puisse travailler main dans la main avec un secteur qui est Francis, qui représente aujourd'hui 1 million d'emplois en France, montrer que c'est possible de construire l'écologie sur le terrain avec des vrais acteurs professionnels. Donc voilà, donc ça se passe plutôt bien et on lâche rien. Écoute, merci Alma pour tes propos. Tu sais, finalement, et je peux te rassurer, Delphine, il n'y a pas tellement de points qui nous opposent. Nous étions audités une fois et j'avais été impressionné sur les positions de Alma concernant le recyclage, concernant la reprise des produits, concernant toute une série de positions vertueuses et surtout économiquement plus saines que le dumping commercial, que la surconsommation effrénée, que l'abus de position dominante de tous ces grandes surfaces dans un certain nombre de cas. Et si on en est arrivé à une désertification des centres-villes, et Alma ne me contredira pas, et toi non plus, Delphine, eh bien, c'est qu'on a laissé pendant 25-30 ans à volo se créer des zones commerciales sans aucune étude vraiment particulière, avec des intérêts. Avec des intérêts partisans de certaines collectivités locales, parce qu'il faut à la fois relever le travail intéressant des collectivités locales, mais aussi des positions de laisser-aller, de complicité pour la création de ces grands ensembles, d'où les vacances commerciales qui se sont créées dans beaucoup de villes, alors jusqu'à devoir créer un ministère de la cohésion des territoires, mais ça ne suffira pas. Et maintenant, et nous nous sommes rencontrés avec Alma également sur un dossier brûlant, criant, un dossier révoltant, c'est Fournaise, 4,5 km à côté du pont du Gard, eh bien 50 000 mètres carrés d'Amazon sur 6 étages. C'est inadmissible, c'est inconcevable, avec même des malfaçons, voire des malhonnêtetés produites par les collectivités territoriales locales de Fournaise. Voilà, alors tous ces points nous rassemblent. Alors c'est vrai que peut-être parfois on pourrait penser que les commerçants sont un peu détachés de l'écologie. C'est vrai qu'il faut les éduquer, c'est vrai que nous avons même une application numérique Simple Map qui récompense les commerçants vertueux qui ont de meilleures pratiques sur le plan écologique. Ce que je redoute parfois, dans certains cas, sur le plan de l'évolution de l'écologie, c'est ce que j'appellerais l'écologie punitive. L'écologie qui donne l'impression de s'attaquer au fonctionnement des commerces ou de la façon de travailler des commerçants. C'est vrai qu'on n'est peut-être pas tout à fait d'accord sur l'article 7 de la loi climat résilience, parce que nous avons considéré que c'était peut-être un peu trop agressif. Ça crée un abus de pouvoir de certaines localités qui pourraient s'attaquer au commerce, mais je suis convaincu que les élus n'ont pas ni vocation, ni l'intérêt, ni le vouloir de perturber nos commerçants, parce que j'ai quand même la chance à la fois de porter et de représenter les commerces de proximité.
ceux qui nous ont tellement manqué pendant le Covid-19, ceux qui créent ce lien social, cette rencontre avec les personnes entre elles, ces marchés qui font partie du paysage de notre vie au quotidien. Donc, en étant un porteur, un défenseur et des indépendants, des petits indépendants du commerce et de l'artisanat commercial, je ne peux pas tellement être en opposition, d'une part avec l'écologie, d'autre part avec les Amis de la Terre et qui s'inquiètent de l'artificialisation des sols, qui s'inquiètent de tous ces abus, qui s'inquiètent de cet abus de position dominante des grands pure players. Et à l'heure d'aujourd'hui, vraiment, nous sommes très liés avec les Amis de la Terre parce que nous travaillons sur un même combat, un combat de loyauté, d'équité, de traitement d'égalité. Actuellement, c'est pas une pierre dans l'édifice, c'est plus que ça. C'est dramatique de voir qu'un État, un président de la République actuellement, alors que le nouveau président américain ose s'attaquer sur le plan fiscal, sur le plan de la représentativité d'Amazon, eh bien nous, on favorise, on ne veut pas s'attaquer au mal, on ne veut pas mettre sur un même pied d'égalité l'implantation d'un commerce physique avec un commerce numérique. Et je crois qu'on va certainement en parler lors de cet échange que tu as provoqué, Delphine, et je t'en remercie. Ouais, merci Francis. Effectivement, on n'est pas, c'est pas le but d'ailleurs. Le propos n'est pas de dire que les uns les autres seraient d'accord sur tout. Par exemple, nous, comme députés, on n'est pas pour les écrans publicitaires dans les vitrines des commerces, mais effectivement, il y a aujourd'hui un enjeu commun qui nous concerne tous, qui concerne toutes les Françaises et tous les Français, qui est la question de savoir si on continue à délocaliser notre économie et à augmenter notre empreinte carbone ou si au contraire, on refavorise l'économie de proximité et l'emploi local. Et Francis, tu as évoqué le terme d'écologie punitive. On peut dire d'une certaine façon que le choix qu'a fait la Convention citoyenne pour le climat, c'est de dire que plutôt que d'augmenter la taxe carbone par rapport à tous ceux qui ont besoin de la voiture pour aller travailler ou pour aller faire les courses, arrêtons de mettre le commerce toujours plus loin du centre-ville. Donc peut-être Alma, si tu peux, avant qu'on revienne sur la question des géants du e-commerce et notamment de Amazon, d'abord rappeler ce que la Convention citoyenne a dit et a proposé sur la question du commerce. Pour que ça nous permette de bien comprendre là l'enjeu avec les articles 52 et suivants du projet de loi, donc qui seront discutés soit très tard ce soir, soit demain. Oui, tout à fait. C'est intéressant de revenir à la genèse, en fait, effectivement, de la Convention citoyenne sur ce sujet-là. Ce qui est intéressant, c'est que les citoyens ont travaillé dans différents groupes thématiques qui étaient séparés en plusieurs thèmes. Il y avait un grand groupe qui parlait de se loger, c'est-à-dire qui traitait à la fois effectivement de l'artificialisation des sols, mais aussi de la question de l'efficacité énergétique des bâtiments. En réalité, les propositions de la Convention citoyenne, comme à chaque fois, elles ont été pensées de façon, systémique. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des propositions qui visaient juste à lutter contre l'artificialisation, mais aussi avoir d'autres impacts sur les émissions de gaz à effet de serre dans l'optique qui leur avait été fixée, c'est-à-dire de réduire au maximum les émissions de moins 40% d'ici 2030. Donc effectivement, comme tu l'as dit Delphine, la proposition qui a été faite, c'était de stopper l'implantation de ce qu'ils appelaient des ensembles commerciaux en grande périphérie, donc en périphérie, pour limiter à la fois effectivement l'artificialisation des sols, mais aussi, comme tu l'as dit, pour limiter, avoir un impact sur l'étalement urbain et sur les trajets routiers pour aller faire ses courses et pour préserver du coup le commerce en centre-ville dont le bilan carbone effectivement est meilleur que les grandes zones commerciales en périphérie. Ce qui est intéressant, c'est que dès le moment de la Convention citoyenne, les citoyens du groupe Se Loger, en fait, avaient bien entendu inclure dans le dispositif les entrepôts de e-commerce. Ça ne s'est malheureusement pas retrouvé dans la traduction légistique de la mesure pour la simple raison, en fait, que les entrepôts de e-commerce sont déjà dans une anomalie juridique dont on aura l'occasion de reparler, mais ne sont pas soumis à autorisation commerciale. Ce qui fait qu'en fait, la traduction légistique n'a pas pensé qu'en fait, elle excluait les entrepôts de e-commerce
de sa proposition de rédaction. Pourtant, les conventions, enfin les citoyens de la Convention ont répété à plusieurs reprises au gouvernement depuis cet été et la dernière fois devant Emmanuel Macron en décembre dernier qu'il voulait évidemment inclure les entrepôts de e-commerce parce que, un, il ne voulait pas créer de distorsion de concurrence avec le commerce physique. Deux, les entrepôts de e-commerce sont en pleine explosion et donc artificialisent autant que les zones commerciales aujourd'hui. Et donc, c'est un enjeu pour l'artificialisation. Et trois, aussi parce qu'ils ont bien conscience qu'il y a un enjeu sur le transport des produits, les balais de camionnettes et de poids lourds qui augmentent avec la livraison rapide du e-commerce et que du coup, ça vidait en quelque sorte la mesure de sa substance si effectivement on excluait ce qui va représenter un enjeu majeur dans le futur, c'est-à-dire le e-commerce. Ouais. Et donc là, dans le projet de loi, à l'article 52, il y a un simili-moratoire pour les grandes surfaces commerciales, mais qui ne correspond pas tout à fait à ce que demandait la Convention citoyenne, avec beaucoup de mécanismes de dérogation et avec des seuils de nombre de mètres carrés qui ne correspondent pas non plus à ce qui était proposé. Francis, ce combat s'est fait d'autant plus entendre qu'on s'est retrouvé dans une situation, et on y est toujours, où les commerces sont fermés par la situation sanitaire et la pandémie. Et en fait, est-ce qu'on peut dire que dans une certaine mesure, le coup de colère sur le développement de ces nouveaux entrepôts de Amazon et de quelques autres, c'est-à-dire des grands acteurs, hein, pas des petites PME qui font du e-commerce, j'allais dire, de proximité, il a pris d'autant plus d'importance qu'on s'est retrouvé dans une situation où, à part les commerces alimentaires, le e-commerce était la seule chose qui était autorisée quand tous les autres étaient fermés. Absolument, Delphine, tu soulèves un point crucial. Nous venons de vivre jusqu'à présent, et le troisième confinement étant et aidant, à une concurrence complètement déloyale. Une concurrence déloyale absolument pas maîtrisée par les pouvoirs publics. Vous avez remarqué qu'on s'est payé le luxe de parler de produits essentiels, non essentiels au niveau des fermetures ou des ouvertures des commerces. Mais est-ce que vous avez entendu parler d'une maîtrise des ventes des grands pure players comme Amazon, Cdiscount, Alibaba et autres? Pas du tout. Ils ont continué à vendre comme ils voulaient, ce qu'ils avaient à vendre, plus que cela. Nous avons subi… Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu parles de concurrence déloyale? Eh bien, une concurrence déloyale, d'abord parce que le principe de la vente par Internet, c'est qu'on ne fréquente pas les magasins. On peut, à toute heure du jour et de la nuit, et on peut commander un produit. Donc, ces pure players n'ont fait qu'augmenter leur chiffre d'affaires du fait que les commerces étaient fermés. Non pas parce que les consommateurs boudent les commerces de proximité, je l'ai vu quand nous avons vécu la réouverture des magasins le 25 novembre dernier, dans les rues de toute la France, c'était un engouement. Les consommateurs faisaient même la queue devant les commerces physiques pour acheter leurs produits. Il y a des commerces, je suis certain qu'il y a des consommateurs, et ça me donne quand même des lueurs d'espoir, il y a des consommateurs qui ont préféré attendre que les commerces réouvrent plutôt que d'acheter sur Amazon, alors que depuis 2 mois, Amazon était en train de faire du dumping en disant aux consommateurs « achetez rapidement chez nous vos jouets, vous n'en trouverez plus en fin d'année ». Vous vous rendez compte jusqu'où on va avec ces pure players, et on se rend compte que, d'ailleurs, vous n'êtes peut-être même pas allé assez loin au niveau de l'article numéro 7 pour tout ce qui concerne la publicité et autres. Il n'y a aucune maîtrise vers les grands pure players au niveau de la pub. Ils font du dumping à longueur de journée, à longueur de mois, à longueur de l'année. On ne peut pas lutter. Comment ? Si on résume, pour reprendre ce que disait Alma tout à l'heure, donc ils ne sont pas assujettis à une déclaration d'autorisation d'exploitation commerciale. Aucune. Ils ne payent pas la taxe sur les activités et les surfaces commerciales. De la TASCOM, au-delà de 400 mètres carrés, ils ne la paient pas. Ils ne sont pas soumis aux demandes d'autorisation, ils ne sont pas soumis au CDAC, au CNAC, à rien. Il y a beaucoup de triches à la TVA. Donc, tout commerçant paye la TVA
est assujetti à la TVA. Et sur ces grandes plateformes, il y a énormément de fraude à la TVA. Il y a eu un rapport de l'Inspection générale des finances qui le montre. Et alors, ils mettent en avant qu'en fait, ils servent beaucoup à des PME françaises. Qu'est-ce qu'il en est Et puis là, il y a des questions dans le Twitch. Ne faudrait-il pas créer une sorte d'Amazon français où chaque petit commerçant serait un hangar pour faire face à Amazon? Non, c'est une bonne réaction finalement. Oui, on le demande. La mise au numérique de nos indépendants est absolument nécessaire. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'application Simple Map. C'est vrai que localement, moi je milite pour des sociétés coopératives de centre-ville, tu le sais Delphine, pour rendre solidaires tous les acteurs d'un centre-ville. Eh bien à Langogne, dans ma petite ville de Lozère, et on a créé un drive local avec des produits circuits courts, avec des bons agriculteurs de la Lozère, de l'Aubrac, qui ont vendu leurs produits sur cette plateforme. On a abreuvé toute la Lozère avec un entrepôt qui était dans la ville de Langogne. Ça va vous faire sourire, bien évidemment. 3000 habitants, la communauté de communes, 7900 habitants. Eh bien, il y avait une coopérative de commerçants et d'acteurs publics et d'acteurs consulaires et d'acteurs associations et citoyens. Et on a créé un esprit de modernité, on a créé un esprit de vente par Internet ou par livraison, mais localement. C'est possible. Et on demande pourquoi pas, cet interlocuteur a raison en disant oui, il faut des plateformes françaises constituées par les acteurs français, les fournisseurs, les paysans, les acteurs de l'économie franco-française ou européenne, bien sûr. Donc, parce que l'argument qui nous est donné par le gouvernement, bon, l'argument qui est totalement faux, puisque c'est en 10 ans, on a perdu 81 000 emplois, et Alma le rappellera d'autant plus que moi, même à l'époque où il était compatible, qui luttait soi-disant contre les purs players, Mounir Majoubi de la majorité avait bien prouvé par A plus B, avait fait un rapport très éloquent sur la perte d'emploi, et France Stratégie, bon, il a filtré, et tant mieux, parce que ce rapport France Stratégie, il est là, le rapport. Il est là, le rapport. Eh bien, ce rapport est assassin pour cette forme de commerce complètement illégale à un certain niveau, avec de la concurrence déloyale, comme je vous l'ai dit précédemment, avec le Covid. Et puis, tu le sais, Delphine, nous avons demandé, vous aussi, une taxe Covid vers ces acteurs pour la redistribuer utilement aux acteurs pénalisés. Rien n'a été fait par le gouvernement. On les protège. Pourquoi ? Il y a plein de questions. On va revenir sur cette question centrale que vient d'aborder Francis. Pourquoi on ne fait rien? Pourquoi il y a une telle résignation? Alma, plusieurs questions. Alors, le nombre d'emplois détruits. Donc, si on prend un emploi créé par Amazon, puisque quand ces entrepôts arrivent, ils mettent en avant le fait qu'ils vont créer des emplois. Est-ce qu'on a une idée donc de l'impact sur l'économie locale? La FNAC, est-ce que c'est une sorte d'Amazon français? Même question pour Cdiscount. Et ensuite, est-ce que tu peux aussi nous parler des livraisons par fret aérien, qui est un des points importants qui est évoqué dans ce rapport-là que je montrais, qui est un rapport très important puisqu'il confirme ce que dit la Confédération des commerçants de France et ce que disent les Amis de la Terre et un certain nombre de parlementaires depuis maintenant plus d'1 an. Alma, si tu peux me… Oui, tout à fait. Alors, le chiffre sur les destructions d'emplois, aujourd'hui, celui qu'on a pour la France, qui est le plus solide, issu de l'étude la plus solide, c'est 81 000 emplois détruits en solde net. Donc, ça veut dire quand on fait le bilan entre création et destruction.
entre 2009 et 2018. On n'a pas encore les données pour la suite, parce que les données INSEE sont disponibles que 2 ans après. La suite fait peur, parce qu'honnêtement, bien avant le Covid, en fait, en 2019, il y a eu des faillites en cascade dans des plus grosses enseignes. Vous en avez peut-être entendu parler, André, La Halle, etc., Camaïeu. Et ça menaçait déjà 26 000 emplois à l'époque en 2019. Donc, vous ajoutez à ça le Covid qui est passé par derrière. Honnêtement, on risque de perdre plus de 100 000 emplois dans le commerce à très, très court terme. Et d'autant plus si on continue d'aggraver la distorsion de concurrence qui existe aujourd'hui entre e-commerce et commerce physique. Donc, en ratio, pour que ce soit plus parlant, c'est effectivement 2 emplois détruits pour 1 créé. C'est le chiffre officiel. C'était les chiffres déjà avancés par Mounir Majoubi, mais les études d'économistes chevronnés confirment ces chiffres. Aux États-Unis, la pénétration du e-commerce est tellement forte qu'on en est plutôt à 4,5 emplois détruits pour 1 créé. C'est quasiment 1 million d'emplois qui vont être détruits d'ici 2025 aux États-Unis en solde net à cause de l'hégémonie d'Amazon. On va la faire synthétique d'Amazon puisqu'il est quand même très dominant dans ce pays. Donc vraiment, en fait, c'est pas comme si on n'avait pas des exemples qui nous arrivaient d'ailleurs pour se rendre compte qu'il y a vraiment un problème. Donc, il y a un vrai sujet sur l'emploi. Concernant Fnac, Darty, alors j'aime bien ce cas parce que j'aime bien pouvoir dissocier Fnac et Cdiscount parce que c'est important de voir que c'est pas les mêmes entreprises et pas le même modèle. Cdiscount, en fait, c'est Casino, ça appartient au groupe Casino. En fait, ils ont fermé la vente de produits non alimentaires pour faire que de l'e-commerce. Donc, en ce sens-là, sur le non-alimentaire, c'est des pure players. La seule différence avec Amazon, c'est qu'ils payent leur impôt en France parce qu'ils ont un siège en France. Par contre, ils fraudent la TVA tout autant qu'Amazon pour mettre tout le monde à l'aise. Et donc, ils détruisent aussi de l'emploi en solde net. C'est vrai que Fnac Darty a une approche un peu différente. Fnac s'appuie beaucoup sur ses magasins. Ils continuent à avoir des magasins en France et ils continuent même à en ouvrir des plus petits. Mais en fait, alors qu'ils augmentent leur vente en ligne, ils la mixent mieux avec les magasins. Donc, on va dire qu'ils sont un peu plus vertueux qu'un Cdiscount, évidemment, qu'un Amazon ou qu'un Alibaba pour aller jusqu'au gradient. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez, alors tous les deux, souvent la réponse que nous fait le gouvernement, c'est de dire, c'est un peu la question qui était dans le Twitch, là, il n'y a qu'à avoir des acteurs français qui sont aussi forts que Amazon, dans la mesure où Amazon, en fait, donc ils bénéficient d'une situation de concurrence déloyale et d'autre part, ils se permettent aussi de vendre à perte. Pour installer leur position dominante sur un marché. Est-ce que c'est une stratégie qui peut paraître sérieuse, c'est-à-dire de dire faut laisser faire et puis il n'y a qu'à chercher à concurrencer en fait? Moi, ça me fait doucement rigoler. Enfin, pardon, je laisserai les Français s'exprimer après, mais je trouve ça, c'est soit naïf, soit extrêmement cynique. En fait, le rapport de France Stratégie, justement, l'explique. C'est impossible de se battre contre Amazon. C'est impossible. Pourquoi? Parce que c'est une machine à détruire les concurrents. Ils sont là pour ça. Ils sont financés par Wall Street pour ça. C'est la plus grosse capitalisation boursière au monde. Ça veut dire que leur capacité d'investissement à perte et de vente à perte est infinie. À eux tout seuls, ils auront toujours 100 000 fois plus de capacité d'investissement que tous les petits commerces de France réunis. Donc, en fait, cette histoire de dire on peut se battre sur le terrain de la concurrence face à ces géants, c'est faux. Et évidemment, c'est la même chose pour Alibaba, le géant chinois qui arrive aussi en France. C'est absolument faux. Ils le savent très bien. Et le rapport de France Stratégie le dit. Même Cdiscount, même Fnac Darty vont se faire balayer. Dans 5 ans, ils n'existent plus. Parce qu'ils ne peuvent pas suivre. Même des grosses entreprises quand même, ne peuvent pas suivre la concurrence. C'est pour ça qu'on demande un encadrement. Et effectivement, en fait, ce qui est marrant, c'est que le service de livraison qui pourrait servir tous les commerçants aujourd'hui, c'est quoi? C'est La Poste. Et ça existe déjà. Et en réalité, La Poste fait les livraisons pour Amazon sur les territoires ruraux. Parce que quand c'est dans le rural, c'est pas rentable pour Amazon de les remplacer. Mais par contre, ils ont des tarifs préférentiels parce qu'ils livrent tellement de colis chaque année. Je sais pas, La Poste refuse de donner ses tarifs de livraison pour Amazon, mais ça doit être assez faible. Alors que pour un petit commerçant qui n'a pas ces effets d'échelle énormes, envoyer un livre en e-commerce à son client, ça lui coûte 8 € pour un petit livre. Et après, le gouvernement va dire que c'est possible de les concurrencer. Enfin, à un moment donné, c'est une vaste blague et c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles que de penser que juste par la concurrence, on va sortir de ce problème-là. On va revenir sur ces grands entrepôts, mais Francis, avant, comme tout à l'heure, tu as évoqué les sociétés coopératives. Là, il y a une question de Frédéric Mercier. Les collectivités pourraient-elles coopérer avec le tissu des commerçants de proximité, par exemple pour remettre en place localement des petites plateformes logistiques de proximité adaptées aux besoins des petits commerçants? Eh bien, tout à fait. Je confirme ce que dit cette personne. Je la remercie d'avoir posé la question.
C'est tout à fait possible. Je l'invite à se mettre en relation avec la mairie de Langogne, s'il le veut, ou avec moi, et je pourrais lui faire passer un dossier complet. Nous avons effectivement créé une plateforme numérique à Langogne afférente à cette société coopérative d'intérêt collectif dans laquelle se situent les acteurs privés, la communauté de communes, la mairie, les chambres de commerce et du métier, de métiers, les associations. Donc, c'est tout à fait possible. Il y a une économie locale, une économie normalisée qui peut pleinement exister alors qu'on est en train de faire la partie belle. Vous le savez, tu le sais, ce qui s'est avéré scandaleux. Il y a quelques semaines, la BPI a confié, suite à une commande de l'État qui était très urgente, le traitement de tous les PGE. Alors, les PGE, de nos entreprises françaises. Vous vous rendez compte, l'évasion des datas, l'évasion de ces statistiques de nos entreprises françaises auprès d'Amazon, c'est inadmissible, c'est incohérent, c'est même très grave au niveau de l'État, très très grave. Francis, pour bien expliquer ce que tu viens de dire, parce que c'est très important, quand tu as dit PGE, je voulais juste préciser, c'est les prêts garantis de l'État dans le contexte du Covid. Donc, donne un peu plus d'informations parce que c'est important pour ceux qui nous écoutent et qui Bien, moi, écoutez, j'ai demandé une audience téléphonique à Nicolas Dufourcq, le PDG de la BPI, il me l'a accordé. D'ailleurs, comme tu as participé à un comité directeur de la CDF, il est prévu le mois prochain pour s'exprimer. On ne va pas se priver de lui poser des questions, mais j'ai bien senti qu'il y avait une complicité totale de l'État. Apparemment, en France, en Europe, il n'y a aucun opérateur, et l'État en tête, qui pouvait traiter les données concernant les PGE dans l'urgence. Il n'y a pas eu en dernière minute d'appel d'offres. Il y avait eu un appel d'offres qui n'avait pas fait ressortir de société proprement dit. Enfin, on nous a donné cette explication et la BPI nous a cité également qu'Amazon était quand même dans le vertueux puisque Amazon propose l'accélérateur du numérique, c'est-à-dire que gracieusement, ils sont là pour former les entreprises françaises au numérique. C'est encore une hérésie totale, c'est encore un moyen d'assujettir ces entreprises françaises, les petites, à ce monstre, à ce prédateur que représente Amazon et autres opérateurs, comme l'a dit très bien Alma. Et puis en plus, vous parlez des livraisons. Actuellement, à Paris, tu connais bien le problème de Paris, les commerçants ont du mal à se faire livrer parce qu'il y a tellement des millions de livraisons d'Amazon que ça crée une sorte d'hégémonie des livraisons d'Amazon. Et en plus, vous savez quand même que l'addiction, c'est quelque chose qui existe sur bien des cas par rapport à l'humain. À force de mettre en place et de les laisser s'installer librement, ces grands entrepôts logistiques créent une forme d'addiction vers le consommateur. Et je crois que c'est le député Orphelin qui avait parlé de cela, et il avait eu raison. Il avait dit, oui, ça crée, ou un autre député de Bretagne qui disait, oui, ça crée une addiction, c'est-à-dire qu'on dirait qu'on veut canaliser les consommateurs vers cette forme de vente artificielle, et automatiquement, c'est au détriment du commerce physique, c'est au détriment du lien social. Et puis, je pense que les députés de la République, on va y arriver, vous allez y arriver. Si ce n'est pas cette fois, ce sera sous une autre forme. Peut-être que si vous vous réunissez une centaine de députés, à la limite, quelle que soit la tendance, pour porter une doléance vers le Conseil constitutionnel, pourquoi pas? C'est possible si toutefois le vote ne nous est pas favorable, mais il faut arrêter de pratiquer l'inéquité sur le plan des autorisations et de la fiscalité, l'inéquité à tous les niveaux, un traitement d'inégalité. Il faut arrêter, sinon le commerce physique, mais ça ne mettra pas 25 ans comme la prolifération à l'excès des grandes surfaces commerciales en périphérie parce qu'on a donné des autorisations à volo, eh bien là, on est reparti de la même façon, mais là, en 4-5 ans, le problème sera résolu, malheureusement pour le commerce physique.
Alors, par rapport à ce que disait Francis sur l'histoire des données et de la Banque publique d'investissement, là, je voulais juste préciser que la Commission européenne a ouvert 2 procédures pour concurrence déloyale concernant Amazon, suspectant notamment Amazon de se servir en fait des données qu'elle récupère par rapport aux entreprises qui mettent en vente des produits sur la marketplace pour avoir des infos en fait sur les produits, les prix, etc., pratiqués par les concurrents et proposer Voilà. le produit moins cher, enfin ce genre de choses. On va passer une toute petite vidéo là pour entrer dans le débat un peu plus pointu sur la question des nouveaux entrepôts, des grands entrepôts. Donc, si la régie là m'entend, si on peut envoyer la vidéo. Donc, combien de projets en France aujourd'hui à venir? Madame la députée, je ne sais pas vous répondre de façon précise, mais ce que je peux vous indiquer, c'est que ce que nous souhaitons lancer, c'est à peu près un gros centre de distribution tel que celui de Metz cette année, qui fait à peu près 150 000, 160 000 mètres carrés par an, et entre 5 et 10 stations de distribution telles que celles que nous lançons à Quimper par an. Donc, c'est à peu près le chiffre annuel que nous souhaitons lancer. Et pour cela, eh bien, nous avons une prospection qui est réalisée sur l'ensemble du territoire sur un horizon qui est de l'ordre de 2 à 3 ans devant nous. Donc, vous pouvez imaginer le nombre de sites qui pourraient être concernés, qui est relativement conséquent. J'espère que j'ai répondu à votre question de façon un peu plus précise. Non, conséquent comment en fait? Vous n'avez pas répondu. Mais ça va faire à peu près, si je prends entre 5 et 10 par an, allez, je vais pas prendre 10, on va dire, pour que ce soit simple. 10 par an sur 3 ans, ça fait 30, plus des centres, des gros centres, ça fait environ 30 à 35 sites que nous pourrions installer dans les 3 ans. Ah, voilà, donc 30 à Effrayant. 30 Effrayant. Donc, pour préciser, donc c'était l'audition de Monsieur Duval de Amazon en commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale, qui donc nous indiquait entre 30 à 35 implantations supplémentaires de Amazon en France dans les 3 prochaines années. Et donc, pour bien expliquer Francis et Alma les enjeux et ce dont on parle, donc il y a aujourd'hui d'ores et déjà une implantation de Amazon en France et le sujet là dont il est question avec le projet de loi climat, c'est le point de savoir si on laisse faire une nouvelle étape extrêmement importante du développement des capacités et de la position dominante d'Amazon dans le marché français du e-commerce avec ces nouveaux entrepôts. Francis, tout à l'heure, tu parlais de l'exemple de Fournes, mais il y en a beaucoup d'autres en France. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a de très nombreux entrepôts en combat, tu le sais. Nous sommes trouvés présents à Fournes, entre autres, mais nous avons eu d'autres occasions d'être sur le terrain. Alors, c'est vrai que l'ensemble des centaines de collectifs se sont créés en France pour arrêter cet abus de position dominante et ces créations des grands entrepôts numériques. Heureusement qu'il y a une action locale forte. Heureusement qu'il y a la mobilisation des organisations professionnelles, de certains députés, comme tu le représentes, de certains élus locaux. Mais ce que m'a dit un jour l'ex-ministre du Commerce à l'époque, Agnès Pannier-Runacher, mais cher monsieur Palombi, vous avez plein la bouche des régions, des collectivités locales, eh bien c'est à elles qu'il faut s'adresser. Mais ce n'est pas tout à fait vrai parce que dans certains cas, d'après ce que m'a expliqué le vice-président de l'AMF, eh bien, dans certains cas, par rapport au PLU, par rapport aux circonstances locales, une mairie ne peut pas toujours s'opposer à la création de ces entrepôts. Bon, ça mérite d'être approfondi et vérifié peut-être, mais ça veut dire qu'on ne peut pas laisser continuer cette situation. Je suis effaré de cette interview que tu as menée auprès du PDG France d'Amazon. C'est dramatique.
parce que 35 nouvelles créations, ça va encore accentuer d'abord. On va prendre des terres de qualité pour faire cela. Et je rappelle que quand même, sur le plan du commerce physique, tu avais fait partie des élus qui s'étaient battus, des élus de la République. On a réussi à mettre en échec Europa City, qui était en train de vouloir s'implanter d'une manière colossale sur des terres agricoles de grande qualité dans le secteur de la région parisienne. Donc là, absolument, c'est vous les élus de la République et peut-être avec un recours auprès du Conseil, du plus haut Conseil de l'État, pour justement arrêter, en arrêtant l'inéquité et le traitement d'inégalité, eh bien, on va peut-être parvenir à maîtriser, comme on a dû le faire par obligation pour les surfaces commerciales. Alors, la commission citoyenne a été tout à fait loyale, elle s'est battue avec beaucoup de détermination et elle a fait une demande au président de la République, mais il y a un peu d'hypocrisie là derrière, parce qu'il y a tellement de surfaces commerciales physiques qui se sont créées abondamment et exagérément en France depuis ces 25 dernières années, il n'y a plus tellement la place pour beaucoup d'autres surfaces physiques et donc maintenant c'est les entrepôts logistiques qui prennent la place. Ouais, on va demander à Alma. Alma, si tu peux bien nous expliquer, donc avec le projet de loi, donc une trentaine, 35 projets d'Amazon. Là, pour l'instant, le projet de loi, il change quoi? Et Francis, tout à l'heure, il évoquait le fait, la nécessité que les parlementaires, alors là, vraiment, parce que c'est l'intérêt général du pays là qui est en cause, toute sensibilité confondue se mobilise. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu vois s'annoncer le débat parlementaire là-dessus, puis précisément quels sont les enjeux? Puis après, j'ai une question pour vous deux aussi. Ouais, tout à fait. Non, bah alors dans la loi aujourd'hui, c'est simple. La loi, en gros, interdit les projets de type Europa City, donc les zones commerciales gigantesques de plus de 10 000 m² sur des champs ou des terres naturelles. C'est pas le cas pour les entrepôts de e-commerce. Donc très concrètement, il y aura aucun frein à l'implantation de ces 35 projets dont tu parlais, Delphine, d'Amazon, mais pas non plus à l'arrivée du géant Alibaba, notamment en France, qui est en train de prospecter également. Il faut l'avoir en tête. Donc, en fait, concrètement, on pourra toujours bétonner 200 000 hectares de terres agricoles pour mettre un énorme entrepôt de e-commerce en France, alors que maintenant, c'est prouvé que le e-commerce détruisait des emplois en solde net. Donc voilà, ça, c'est la réalité de la loi climat aujourd'hui. Sans parler, par ailleurs, de la condition sociale et salariale dans ces entrepôts. Sans parler, effectivement, c'est vrai qu'on n'est pas revenu là-dessus, enfin, on n'en a même pas du tout évoqué, mais en fait, non seulement ça détruit de l'emploi en solde net, mais en plus, les emplois que ça crée dans les entrepôts sont des emplois de bien plus mauvaise qualité, entre guillemets, que les emplois du commerce, qui sont déjà pas tous géniaux, hein, mais surtout dans les gros commerces. Est-ce que vous connaissez la position de l'Association des maires de France ? Alors, moi, je connais la position de l'Association des petites villes de France et de l'Association des villes de France qui sont de notre côté. Contrairement, voilà, il n'y a pas que les commerçants et les écologistes, il y a aussi des associations d'élus locaux qui, justement, comme le disait Francis, en fait, demandent un encadrement parce que le e-commerce est en mesure de faire du dumping et une mise en concurrence entre les territoires qui fait que c'est très difficile pour un élu de refuser un projet. Ouais, mais peut-être parce que je pense qu'on connaît tous, puis là, dans ceux qui participent au débat aussi, on connaît tous en fait des entreprises françaises qui se développent par le e-commerce, justement, à l'inverse, sur des produits de savoir-faire locaux. Je vais retirer voilà. Moi, j'ai une basket made in France, faite, je salue Mathieu Orphelin, faite dans le Maine-et-Loire, tout en produits super écologiques, etc. En fait, l'entreprise qui fait ça, elle ne marcherait pas sans du e-commerce. Donc, en fait, c'est un peu ce que disait Francis tout à l'heure, c'est que le débat, ce n'est pas pour ou contre marier le commerce physique avec du commerce numérique. C'est en fait, est-ce que c'est pour de la livraison à 24 heures en avion dans des conditions sociales et avec un bilan carbone déplorable, ou est-ce que c'est au contraire pour relocaliser l'économie, non ?
Oui, tout à fait. En fait, c'est assez. En fait, le e-commerce, ça veut tout et rien dire. En fait, le e-commerce, ça peut être effectivement la petite PME qui arrive à vendre ses produits un peu dans toute la France, voire même à l'étranger, parce qu'elle a un site web. C'est la Poste, le e-commerce, quand elle livre des colis en fait pour ses clients étrangers, parce que les petites PME n'ont pas toujours accès au réseau de distribution d'Amazon. Donc le e-commerce, c'est tout et rien en même temps, c'est-à-dire c'est la petite PME, c'est la Poste et c'est Amazon. Donc en fait, l'idée, c'est pas du tout d'interdire le e-commerce. On a vraiment entendu que les propositions justement d'intégrer les entrepôts de e-commerce sur le moratoire sur les zones commerciales revenaient à interdire les livraisons, comme si d'un coup, du jour au lendemain, plus personne en territoire rural ne pourrait se faire livrer un produit. On a vraiment entendu ce genre de contre-vérité de la part des opposants à nos propositions, et c'est absolument pas le cas. L'idée, c'est qu'en fait, le e-commerce, c'est tout et rien. Le e-commerce, évidemment, ça va continuer. La question, c'est que sans encadrement, on se retrouve avec un e-commerce très dominant qui détruit des emplois et pollue énormément la planète. Donc, c'est quel e-commerce on veut concrètement et quelles sont les règles pour atteindre ça. Et là, la proposition d'impliquer les mêmes règles, ça vise à freiner notamment le développement des très, très gros acteurs comme Amazon, pas à freiner les petites plateformes locales, les petits entrepôts locaux qui serviraient évidemment les commerces locaux. Effectivement, l'autre sujet, et tu en as parlé, je n'ai pas répondu là-dessus, c'est la question du e-commerce aussi depuis l'étranger et qui passe notamment par l'aviation, le fret aérien des produits, donc le transport par avion des marchandises. En fait, le e-commerce est un vecteur d'explosion du transport par avion des marchandises, qui est 100 fois plus polluant que le transport maritime des marchandises. Pourquoi ? Parce qu'en fait, justement, le e-commerce casse les prix et les acteurs du e-commerce se battent surtout sur la livraison rapide. Ils ont tout sur les prix bas et la livraison rapide. Donc, le standard, c'est devenu le standard Amazon, livraison 24 heures. Livraison 24 heures, il faut augmenter le trafic par avion, c'est mécanique. Même Amazon, qui a des entrepôts en France, a augmenté de plusieurs dizaines de pourcents le transport par avion en Europe. Je vais quand même faire la vanne parce qu'on serait tout à fait fondé à nous faire la remarque. Nous sommes actuellement en débat sur une plateforme numérique qui appartient à Amazon. On leur fait un petit coucou. On fait avec les outils qui existent. Francis, est-ce que tu as l'impression que dans le contexte de la pandémie, les citoyennes et les citoyens sont quand même de plus en plus réceptifs au message de faut acheter local, faut soutenir les commerçants. On a vu une évolution. Alors, il y avait des blagues sur les réseaux sociaux, notamment sur le travail de Alma, puisqu'il y a eu une légère diminution je crois, des parts de marché des grands géants du e-commerce dans la période récente. Comment ressentent les commerçants est-ce qu'ils se sentent de plus en plus soutenus ou ils ont une impression qu'il y a de l'indifférence à l'égard de leur situation économique ? Disons que les commerçants ont un peu de mal à se sensibiliser, à s'impliquer dans le numérique et dans le complément de leur commerce physique par la vente sur Internet, qui est tout à fait vertueuse. Le click and collect a été une petite soupape de compensation, petite. Il ne faut pas non plus dire que ça a apporté du chiffre d'affaires vraiment. Et puis, surtout, le commerce physique, c'est des magasins sur pied, c'est du lien. On va chez un spécialiste, on va chez un habilleur, un chausseur et tout autre commerce. On va s'adresser à un spécialiste. On porte des métiers qui constituent ce qu'on appelle la vente et la distribution. Donc, en laissant se développer les pure players, on est en train de détruire cet aspect et on va même vers un grand danger. En Grande-Bretagne, ça commence. Il peut se créer, avec cette politique du gouvernement qui laisse à volo faire les choses par rapport aux grands entrepôts numériques, par rapport aux grands du numérique, eh bien, il peut y avoir très bientôt des drives d'Amazon où le consommateur ira au pied d'un dépôt Amazon se servir, comme le font les grandes surfaces commerciales avec leurs drives afférents. On peut passer dans les 2-3 prochaines années à une dimension encore supérieure. Et là, je vous assure, vous, les élus de la République, les députés que vous représentez, et le gouvernement, n'en parlons même pas, à moins que des arrière-pensées fortes, et on pourrait le soupçonner de la part du président de la République, avec des grands intérêts qui soient sous-jacents derrière tout ça, eh bien, on va vers une catastrophe
on va vers une catastrophe en termes de déséquilibre commerce physique, commerce de proximité, commerce humanisé, commerce de produits de qualité. On est en train de, si on laisse à volo, si vous n'arrivez pas par la loi à maîtriser ou par le Conseil constitutionnel à maîtriser ces entrepôts et cette forme de commerce empirique des grands entrepôts du e-commerce, c'est une catastrophe pour le commerce. Et j'ai très peur, très peur, et les commerçants. Bon, nous avons réussi à faire admettre à l'État que le chèque numérique de 500 €, Delphine, au départ, le ministère d'Alain Griset nous disait c'est que pour ceux qui ont fermé en novembre et c'est que il y avait des conditions restrictives à l'attribution du chèque numérique. Ces clauses restrictives sont tombées complètement. Le ministère nous a rassurés. Je vais faire équiper près de 400 000 commerces de l'application Simple Map avec l'aide de l'État sous la forme du chèque numérique. Il faut optimiser de plus en plus le soutien de l'État et pas que, mais par rapport à la numérisation des commerçants pour apporter un plus, mais pas pour remplacer le commerce physique par le commerce numérique chez les petits commerçants et chez les commerçants de proximité. Donc, il y a des équilibres que vous devez faire respecter en tant qu'élu de la République. Vous avez une grosse responsabilité, vous êtes essentiel sur un problème comme ça, sans faire de jeu de mots. Et le gouvernement, donc pour précision, pour l'instant, depuis 1 an, en fait, il renvoie toujours à plus tard. Il avait renvoyé les décisions à la commande de ce rapport qu'on évoquait tout à l'heure, là, le rapport de France Stratégie. Ce rapport, il dit qu'il faut prendre des décisions rapides et qu'il peut y avoir des impacts extrêmement préoccupants sur l'économie française. Et on est vraiment sur un enjeu où la question du tissu d'emploi de proximité et les enjeux écologiques se rejoignent complètement, en fait. Vraiment se rejoignent complètement. La Confédération des commerçants de France, elle a quand même des contacts très réguliers avec les pouvoirs publics. Et Bercy, oui. Et Bercy, qu'est-ce qu'il dit? Bercy dit le numérique, il le faut. Le numérique, c'est quelque chose d'indispensable. Alors, c'est vrai qu'on fait le reproche aux commerçants physiques, aux petits commerçants, de ne pas avoir été suffisamment réactifs et preneurs du chèque numérique, parce que c'est vrai que, d'après un rapport du ministère, sur 120 000 chèques numériques, 12 000 seulement ont été utilisés par les commerçants. C'est vrai que c'est peu. Et moi, j'ai été rassuré avec l'ouverture à toute entreprise de moins de 11 salariés qui pourront avoir le chèque numérique. Et je t'assure, à partir de la semaine prochaine et pendant les semaines et mois qui vont suivre, je vais faire équiper de l'application Simple Map tous les commerçants adhérents de mes fédérations professionnelles. Pour moi, c'est un enjeu capital. Il faut se doter du numérique, il faut créer des plateformes locales, peut-être pas à l'échelle nationale, il faut quand même rester dans la régionalisation, dans le local, dans les départements. Il ne faut pas tout, on est déjà jacobin possible. Il faut rester quand même dans le local, mais s'organiser, et les régions peuvent faire beaucoup, elles font à certains moments beaucoup. D'ailleurs, la région Île-de-France et d'autres régions, mais l'Île-de-France a donné un chèque de 1 500 € pour tout acteur du commerce, notamment les petites entreprises qui se mettaient au numérique, en dehors du chèque numérique de l'État. Mais il n'est pas fait suffisamment, et il n'y a pas une position suffisamment engagée, frontale, forte de l'État. Le secrétariat d'État au numérique devrait être encore plus opérant, plus sensibilisant, plus communicant vers les commerçants. C'est vrai qu'ils s'y mettent difficilement, mais c'est vrai aussi qu'ils ne sont pas faits pour remplacer leur commerce physique par le commerce sur Internet. C'est aussi un équilibre à respecter. Alma, parce qu'on arrive bientôt à la fin là. Alma, est-ce qu'on peut, et Francis aussi, espérer un sursaut parlementaire transpartisan
là, dans la loi climat, autour de cet enjeu, en fait? Écoutez, on va être très très clair. Le gouvernement est contre, appliquer les mêmes règles au e-commerce. Il l'a dit à plusieurs reprises à sa majorité. Tout le monde a bien conscience que c'est une ligne rouge pour le gouvernement, pour des intérêts probablement politiques et économiques sur lesquels on n'a pas eu le temps de revenir. C'est dommage, mais qui ne sont pas l'intérêt général, en tout cas, qui ne sont pas l'écologie, qui ne sont pas la préservation de l'emploi. Donc, effectivement, c'est un sujet transpartisan. C'est assez rare pour le signifier. Le soutien à notre proposition va du groupe Les Républicains au groupe Les Communistes, en passant évidemment par Écologie, Démocratie, Solidarité et par une cinquantaine de députés de la majorité. Donc, en fait, ça fait consensus. Il n'y a pas vraiment de débat normalement. Le problème, c'est que le gouvernement est contre et que malheureusement, à l'Assemblée, quand le gouvernement est contre quelque chose, globalement, c'est assez rare que la majorité, donc LREM, qui ont la majorité absolue, vote contre. Néanmoins, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Et comme l'a dit Francis, je pense qu'en fait, ce débat, il doit effectivement, si ça n'aboutit pas, doit finir au Conseil constitutionnel, parce que là, on est sur un enjeu purement de justice et d'état de droit, en fait, et on ne peut pas continuer à aggraver l'inéquité dans une période de crise sans précédent avec des acteurs comme ça. Juste là-dessus, il y a quand même quelque chose de curieux, puisqu'en fait, toutes les lois françaises, elles créent la situation de concurrence déloyale en considérant que le e-commerce, en fait, ce ne serait pas du commerce. Oui. Enfin, je simplifie, hein, alors que les règles européennes disent l'inverse, en fait. Les règles européennes, elles disent le e-commerce et le commerce, c'est la même chose. C'est la même chose. Et l'autorité de la concurrence française, qui est quand même pourtant d'habitude extrêmement écoutée et respectée. En fait, le droit de la concurrence, c'est quand ça les arrange. C'est assez drôle. Mais l'autorité de la concurrence a quand même rendu plusieurs décisions qui expliquaient que e-commerce et commerce physique, ça intervenait sur le même marché. Donc, évidemment, même dans un État très libéral et qui respecte beaucoup le droit de la concurrence, justement, on doit leur appliquer les mêmes règles. Sinon, la concurrence n'est pas libre, elle est faussée. Donc, même en fait, sur les mêmes règles qui sont valorisées par le système actuel, le gouvernement, aujourd'hui, met en place une situation d'iniquité totale. Et c'est, qu'on soit de gauche ou de droite sur ce sujet-là, c'est parfaitement incompréhensible et injuste, concrètement. Oui, moi je renforce, puisqu'on est, chère Delphine, on arrive en fin de cet échange très fructueux et très intéressant, et je vous t'en remercierai jamais assez. Eh bien, je suis un optimiste de nature, donc peut-être je suis influencé par mon tempérament, mais j'ai un espoir que les élus de la République passent au-delà des clivages politiques, passent au-delà de l'asservissement d'un parti à son gouvernement. Bon, il y a une majorité, c'est comme ça, mais je pense qu'on a constaté avec Alma que beaucoup de députés, n'est-ce pas Alma, l'AREM, se sont rangés de notre côté. Moi, j'ai eu beaucoup de satisfaction d'avoir des députés de l'AREM me dire « mais vous avez raison, M. Palombi », bon, des députés MoDem également, et puis c'est vrai, majoritairement les LR, et d'autres, bien sûr, et puis les partis de gauche. Bon, ça c'était à espérer quand même qu'il y ait l'unanimité par rapport à la gauche sur ce problème d'inéquité, d'inégalité, et de destruction d'une forme de société. Ça va très loin. Et je suis convaincu, Delphine, qu'après le Covid, ça ne sera pas, et vous pouvez jouer un rôle important afin que ça ne soit plus comme avant, que des pratiques vertueuses s'installent à nouveau. Et c'est vrai ce que vient de dire Alma, l'Europe combat l'abus de position dominante, entre autres d'Amazon, et pas que. Et aussi, je tiens à avancer comme propos que quand on parle du grand numérique, et Alma l'a dit également cela, eh bien, il ne faut pas s'arrêter parce qu'on me dit au niveau du gouvernement, mais vous comprenez, M. Palombi, en étant contre Amazon, vous pénalisez les entreprises françaises. Pas du tout. La loi, elle est aussi bien pour les entreprises françaises, européennes, nord-américaines, chinoises. La loi doit être appliquée en pur droit par rapport à toute entreprise, et si c'est Cdiscount, c'est Cdiscount, si c'est Amazon, c'est Amazon, et puis ceux qui font du pure player, qui ont des entrepôts destinés à ne vendre que sur Internet, comme les entrepôts dont on parle,
du grand numérique, eh bien, doivent être soumis au même régime, qu'elles soient françaises ou autres. Donc, j'espère que vous allez gagner. On va gagner au législatif, mais sinon, je m'associe totalement à la vision d'Alma. Vous voyez qu'on a beaucoup de points communs avec les Amis de la Terre, parce qu'ils défendent également l'intérêt général, la justice, le mieux vivre. Eh bien oui, il faut que les députés, vous formuliez un grand courage politique en allant au Conseil constitutionnel. Et vous pouvez le faire. Si vous êtes 60, je crois, Alma, une soixantaine et au-delà, et je pense que quand on voit les votes en notre faveur par rapport à tous bords confondus, largement, on pourra réunir plus de 100 députés pour aller vers le Conseil constitutionnel, et je pense que nous aurons raison, parce que l'inéquité et le traitement, un traitement d'égalité qui n'est pas respecté, ce n'est pas concevable dans une démocratie. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux de votre éclairage sur cet enjeu, donc qui va être en séance quand on en sera aux articles 52, 52. Pensez. Voilà. Donc, ça va être un moment très important à suivre en direct du débat parlementaire, où on voit qu'en fait, la question, c'est qu'il y a un laisser-faire total qui s'est installé, sans vision écologique. Complicité, Delphine. Tu peux employer le mot de complicité de l'État. Sans vision humaine non plus. Moi qui suis élue d'un territoire rural, l'enjeu du maintien des commerces et du renouveau même du commerce de proximité dans les cœurs de bourg, dans les cœurs de ville, c'est un enjeu absolument capital. Merci beaucoup à tous les deux de votre participation. Alors, le débat sans filtre reprend à 21h. C'est Cédric Villani qui animera, je dis ça parce que je sais qu'il a des supporters en nombre sur Twitch. C'est Cédric Villani qui animera l'échange de ce soir avec des citoyennes et des citoyens de la Convention citoyenne. On refera le point avec eux un petit peu à mi-parcours du projet de loi sur où on en est, comment ils vivent ce débat parlementaire, qu'est-ce qui avance, qu'est-ce qui n'avance pas. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour, dans les jours et les heures qui viennent, essayer d'infléchir un petit peu ce projet de loi. Merci beaucoup, Francis. Merci Delphine. Donc, à tout à l'heure à 20h. Merci beaucoup. On croise les doigts. On doit réussir, et sinon, on passera à la phase autre. Merci. Merci de l'interview. Merci. Le sans filtre, c'est quoi? Sans filtre. Le sans filtre, c'est quoi? Sans filtre. Le sans filtre, c'est quoi? 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 Toutes les propositions qui seront abouties et précises seront transmises sans filtre. Sans filtre. Sans filtre. Sans filtre. Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre. Sans filtre. Soit au gouvernement pour ce qui relève du domaine réglementaire, soit pour ce qui relève de la loi, au Parlement, ou directement au peuple français. Sans filtre. Ce sans filtre, c'est vraiment l'idée que on va au bout de chaque proposition que vous